Joule rampant. Joule creep. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que serait-ce la chose? Ne vous en faites pas un grand épouvantement. D'ailleurs, n'avez-vous pas tantôt glissé presque insensiblement à l'écoute de ce mot? Quitter le badinage et glisser sans alarme, du sourire au soupir et du soupir aux larmes. Ensemble, glissons encore un peu, d'une insensible façon. Des larmes au Joule creep, il n'y a qu'un frisson. Oula! Bon, c'est pas moi qui fabrique. Ah ouais. Alors, là j'ai l'impression de manger un Apfelstrudel. Sauf que chez moi, c'est une tarte. Et je mets de la crème dessus. Voilà, il faut toujours attendre la crème, pour ceux qui ont la référence. Ça, je vais pas en parler pendant des heures. Vous n'êtes pas venus pour ça. Le bar 10. Le bar 10, je pense que c'est avec le L96 T96 la réplique la plus vue sur les terrains en mode sniping. C'est véritablement une référence. On n'en fait plus vraiment la review, mais sachez que le chargeur est ici. Selon les modèles et les upgrades, normalement ici vous aviez la petite tige qui permettait de régler le hop-up. Celui-là, c'est mon propre sniper, c'est ma réplique à moi, c'est la réplique qui m'a accompagné pendant 7 ans. J'ai fait 7 ans de sniping avant de me mettre aux AEG. J'ai commencé en tant que sniper. J'ai commencé sur, alors pour les plus vieux d'entre vous, un Urban Sniper. Ensuite, je suis passé sur un L96 MB08 que j'ai complètement upgrade depuis que j'ai revendu à un gars de notre association, qui l'a toujours, je crois. Et ensuite, je suis passé sur VSR pour avoir quelque chose de très léger. Ici, c'est le VSR 10 J-Spect, donc ça se voit pas vraiment, mais en fait, le modérateur de son est ici. Donc là, il a été habillé parce que c'est sa dernière version. Pendant pas mal de temps, j'ai joué avec une lunette, mais aujourd'hui, petit viseur holographique qui permet, voilà, un red dot point rouge, qui permet vraiment de prendre des acquisitions de cibles très rapidement. Donc c'est ça qui est particulièrement génial. C'est léger, c'est un poids plume. Donc très très bonne réplique et on va voir ce qu'on a mis à l'intérieur. En interne, le bloc détente, c'est un bloc détente Airsoft Pro. Ce qui est intéressant avec Airsoft Pro, c'est que on a à la fois le bloc détente, on a un piston, c'est un bloc détente 90, donc on a un piston 90, on a un ressort dans le kit, on a un guide ressort sur roulement, avec une cale qui nous permet d'utiliser des ressorts 11 mm et 13 mm. Donc c'est vraiment un kit complet qui coûte une centaine d'euros finalement, et que j'ai mis dès le départ. C'est pour ça que j'ai pris un bar 10 de chez Jingong, parce que je savais que j'allais changer tout l'intérieur. Et quand on change tout l'intérieur, autant garder du coup la coquille vide et mettre les euros supplémentaires dans une bonne upgrade. Le bloc hop-up. Le bloc hop-up, c'est un bloc hop-up Airsoft Pro, lui aussi. Alors, hop, il est là, vous allez le voir en rouge, là on le voit un petit peu. C'est un bloc hop-up qui est finalement une sorte de copie du JG Airsoft, qui est une copie du bloc hop-up PDI avec ses deux pattes de réglage. La version que j'ai permet d'avoir une troisième vis, parce que vous avez une vis par patte, pour essayer de régler un side spin, parce que vous avez monté la réplique un peu moyen. La troisième patte sert à soulever les deux vis en même temps, et c'est vraiment ça que je cherchais. Un bloc hop-up qui accepte les canons d'AEG, les joints d'AEG, et qui me permet de poser un S-Hop d'une manière optimale sur un canon PDI 605 403. A l'origine, la réplique a un canon de 303. Elle avait son canon de 303, j'ai acheté un kit qui était sur Airsoft Occasion. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs d'Airsoft Occasion. Donc, le cylindre qui est à l'intérieur, c'est un cylindre Marui. J'ai acheté ça vraiment pour une bouchée de pain. Si on doit regrouper cylindre Marui, piston, queue de détente, guide ressort, Airsoft Pro, bloc hop-up Airsoft Pro, canon PDI 605, montage S-Hop avec un hub Silverback. Et le Joule creep dans tout ça. Le Joule creep, pour moi, c'est un allié.
Ça me permet d'utiliser un ressort très faible, qui développe 1 joule 1 à la 0,20 g, et en faisant pas mal de modifications, qu'on va voir tout de suite, me permet d'obtenir 1 joule 5 à la 0,43. Ressort faible, facilité de rechargement, son atténué. Faut jamais oublier qu'une upgrade, finalement, c'est soulager la mécanique et tirer la meilleure partie du ressort le plus faible. Alors, c'est pas du tout un faux raccord, hein. La bière a changé, hein. L'autre, c'était vraiment, si on est sur cannelle, pomme, ils ont mis de la compote de pommes. Ils ont mis de la compote de pommes. Il y a un moment, faut arrêter. Bref, passons. Le Joule Creep, il a tellement été débattu qu'aujourd'hui, si vous tapez Joule Creep sur Google, vous trouvez même plus les travaux physiques, qui sont un petit peu sérieux, vous tombez tout de suite sur des pages d'airsoft. Joule Creep par-ci, Joule Creep par-là. Mais finalement, c'est quoi le Joule Creep? Le Joule Creep, c'est un phénomène très simple. Ce qui est simple, de toute façon, c'est non simplement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Il va y avoir plusieurs paramètres qui vont déterminer votre Joule Creep, parce que les répliques ne sont pas toutes les mêmes. Le premier paramètre, c'est votre cylindre. Votre cylindre, en fait, c'est votre volume d'air qui va être du coup la force qui va être imprimée à votre projectile. Plus le cylindre est long, plus vous aurez de force. La longueur du canon va être importante aussi. La longueur du canon, ça va être la durée du trajet de votre bille. Plus le canon va être long, plus votre bille va passer du temps dans ce canon, plus elle pourra emmagasiner d'énergie. Les pistons à masse variable. SRS Silverback. C'est pas pour rien qu'ils en ont fait, hein. C'est vraiment destiné pour du Joule Creep. Vous allez pouvoir, en modifiant le poids de votre piston, lui donner aussi un effet de Joule Creep. Le piston, il est dans le monde réel. Donc si on lui met un ressort et qu'on le pousse, plus il est lourd, plus il va emmagasiner d'énergie cinétique, plus il pourra faire accélérer votre bille, et de fait, plus il va transmettre d'énergie. Donc moi, comme j'ai un VSR10, j'ai pris mon piston, j'ai quasiment doublé son poids, en l'enroulant d'étain et en mettant de la gaine thermo autour. Ça développe énormément de Joule Creep, et ça me permet d'obtenir de meilleures performances, toujours en gardant le même ressort. Là maintenant, on va parler du poids de la bille. Une bille, elle a une masse. Et cette masse va lui conférer ce qu'on appelle de l'inertie. L'inertie, en fait, c'est la quantité d'énergie qu'il va falloir pour la faire passer d'un état stable et en fait sans mouvement à un mouvement. Plus votre masse est élevée, plus vous avez besoin d'énergie pour la faire avancer. Donc plus vous allez rentrer en compression derrière. On imagine bien que dès qu'on tire avec ce type de réplique, si c'est une 0,20 g, elle part tout de suite. Si c'est une 0,45, elle va partir. Il y aura un petit temps de latence qui va faire rentrer tout le reste en compression. La bille, qui maintenant est en mouvement, va subir ce qu'on appelle une accélération. Une accélération, si on veut faire 2-3 approximations, une accélération, ce serait finalement la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur cette bille, divisée par la masse de cette bille. Je pense qu'on tombe pas trop mal si on fait ça. Donc effectivement, une bille de 0,20, ça va être une accélération très rapide parce qu'on divise par 0,20 g. Et une bille de 0,45, ça va être une accélération beaucoup plus lente parce qu'on divise par 0,45. Vous voyez, notre bille, elle est en mouvement, elle accélère, elle va prendre de la vitesse. Et cette vitesse va lui conférer, grâce à sa masse, une énergie. E égale 1/2 de mv carré. Simplement, la poussée, la force qui est derrière, c'est-à-dire notre air qui est en train de pousser, plus cet air va pousser, plus la bille va acquérir de l'énergie. Et ce, jusqu'à la fin de votre canon. Ce qui fait qu'une bille lourde qui a eu une inertie plus longue, qui a eu une accélération plus faible, va passer de fait plus de temps dans votre canon. Et en passant plus de temps dans votre canon, va pouvoir accumuler beaucoup plus d'énergie qu'une bille légère qui est déjà sortie et partie déjà bien loin. Donc si vous avez quelque chose à retenir, si vous augmentez la masse de votre bille, vous diminuez son accélération, vous augmentez son temps de trajet, donc vous augmentez le travail de la force qui est derrière, c'est-à-dire la compression de l'air. Et en faisant ça, vous augmentez son énergie cinétique. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Il faut qu'on parle du hop-up et du type de hop-up. Le hop-up va vous permettre de soulever votre bille. Et vous imaginez bien que si vous passez de 0,20 g à 0,45 g, 0,43, 0,50, ça va être compliqué de le lever de la même manière et de lui donner la bonne rotation. Si vous utilisez un joint hop-up classique et que vous voulez mettre des billes lourdes, pour lui donner un effet, vous allez devoir beaucoup la ralentir.
Et là, du coup, en sortie de bouche, vous aurez une bille qui sera mollassonne. Le S-Hop, lui, il est dessiné pour avoir des billes lourdes et rapides. C'est ça qui va nous donner une performance encore supérieure et augmenter notre joule creep. Parce que du coup, on n'a pas besoin de ralentir énormément la bille pour lui donner un effet. On peut donc utiliser une bille lourde, et les billes lourdes sont plus sujettes au joule creep que les billes légères. Si vous voulez en savoir plus sur le joule creep, notamment sur les formules, sur comment on calcule un travail, qu'est-ce qu'une force, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans une réplique, c'est pas juste de l'air qui pousse une bille, il y a énormément de choses qui se passent autour. On peut en parler dans l'espace commentaire, et si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut parler même des formules mathématiques qui déjà sont très élégantes, très élégantes, mais surtout qui permettent d'avoir une application dans le monde physique. Alors maintenant, quel setup? Donc ça, c'est mon ancienne lunette, 3x9, diamètre 50. J'avais même pris un petit niveau à bulle. Franchement, j'étais bien. Une fashion victime. Généralement, je la joue avec juste une ceinture. Donc, un holster de cuisse que je mets à la ceinture. Il n'y a qu'une seule sangle qui tient bien en dessous de la cuisse. C'est un P226, voilà, que j'aime particulièrement. J'ai des mains qui sont assez épaisses, donc du coup, voilà, ça tient bien dans la main. Et ce que j'aime bien, c'est la fonction qui permet de, hop, comme ça, voilà, de désarmer le marteau. Ça, j'apprécie particulièrement. Quand on retourne en zone neutre, clac, on désarme, on enlève le chargeur, on est tranquille. Et ici, une petite poche qui permet de stocker donc bébé loader derrière, voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs. Au niveau des poches, 1, 2, 3, 4 chargeurs. Mais j'ai mis ici, vous voyez sûrement, du scotch Chatterton autour du scratch pour éviter que ce soit trop compliqué de les ouvrir. Ça permet une bonne rétention. Là, mes chargeurs ne vont pas tomber. Mais, hop, ça s'ouvre quand même nettement plus facilement. Si vous avez des scratchs qui sont un peu récalcitrants, vous les entourez de scotch d'électricien et voilà, ça permet de réduire la surface de contact entre les scratchs, tout simplement. Donc là, c'est 60 mètres, là-bas. Donc on fait le test de tir, c'est parti. Bon, on a vu qu'on touchait à 60 mètres. Donc maintenant, on va se reculer de 10 mètres pour se mettre à 70. C'est parti. J'ai reculé le mètre. Là, je suis à 15. Et je vais atterrir là-bas et je serai à 75 mètres. Et on va faire les tests. Bon, bah c'est parti. On y va. 75 mètres. Les tests de tir. Donc Tyrion Lannister, on m'a posé plusieurs fois la question. Je vais y répondre tout de suite. Tyrion Lannister, il fait 80 cm de hauteur et 40 cm de large. Voilà, pour savoir un petit peu sur quoi je tire, ça fait la taille d'une personne qui sera accroupie finalement. Donc, cette réplique-là, avec le joule creep qu'elle développe, je suis à 1 joule 1 en 0,20 grammes, beaucoup plus quand je suis en 0,43. Ici, c'est de la 0,43 de chez ATM. Donc on touche 60 mètres sans problème. Là, j'ai fait des tests à 75, on attrape. On attrape à 75 mètres, je suis à 1 joule 4, 1 joule 5. Voilà ce que peut donner une réplique entièrement conditionnée avec du joule creep. Ça permet énormément de performance avec un ressort qui est très mou. Donc du coup, une facilité d'armement. On n'entend pas le tir, mais bon, en même temps, je suis à 60-75 mètres. Donc c'est normal qu'on m'entende pas. Je suis pas une fougère. J'ai la petite Soumrak.
J'ai ma petite ceinture avec le P226 et tout le reste de mes accessoires. Simplement, voilà, c'est mid-range. Je suis pas là pour tirer dans une feuille à 4. C'est rare que je joue dans une papeterie, en fait. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vise un buste ou quelqu'un d'accroupi. Alors du coup, le joule creep, ça pose problème parce que le problème est mal posé, en fait. Le problème est très mal posé. Il y a deux types de joueurs. Des joueurs qui vont faire une upgrade pour soulager complètement la mécanique et obtenir les meilleures performances avec un ressort le plus faible. Et pour ça, utiliser ce principe physique pour augmenter la puissance de leur réplique en restant dans les clous. Évidemment, moi, je passe à 1 joule 1. Donc, si je vais dans une zone CQB avec ça, je vais tout de suite dire à leur gars, écoute, non, ça passera pas. Voilà, je sais que je suis plus puissant en grammage de jeu, etc. Donc pour moi, quand je faisais des upgrades il y a encore pas mal de temps, ça me serait pas venu à l'esprit de passer ma réplique en grammage de jeu hop-up réglé. Parce que personne ne faisait ça. J'ai fait, quand j'ai débuté, je passais des répliques à 455 fps parce que je savais qu'on allait me contrôler sur 0,20 grammes hop-up à 0. Donc je réglais ma réplique pour passer dans les clous du contrôle, ce qui est parfaitement logique. C'était une faute d'ignorance. Et pour moi, une faute d'ignorance n'est pas une faute. Simplement, maintenant qu'on le sait, imaginons que j'arrive dans un CQB, je passe à 1 joule 1, donc du coup, pas de distance d'engagement. Et quand je commence à tirer sur les copains, ça fait un peu mal. Et pourtant, je le sais. Alors je le fais pas, tout simplement. Il y a deux types de joueurs. Et maintenant, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le développement de la vidéo, on arrive sur de la performance. C'est plus un jeu, c'est une performance. Il faut des belles images, donc il faut des vues, forcément. Il faut des abonnés. Et tout ça, ça permet en fait à un certain nombre de joueurs d'oublier le jeu complètement oublier le jeu. Mais est-ce qu'on peut s'amuser si on ne respecte pas les règles ?